Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler du grand final de Andor qui fut fort intéressant et qualitatif. Certes, pas exempt de défauts, mais on va y revenir tout de suite. Abonne-toi, commente, like et partage. Aide la chaîne à grandir, donne de la force. Je t'invite aussi à aller t'abonner aux chaînes de Stirka et Zino. D'ailleurs, ces deux personnes seront sûrement avec moi en live d'ici quelques jours pour débriefer toute la saison 1 de Andor. Du coup, sois vif, comme ça tu pourras être présent le jour du live et tu verras, ça sera riche. On va bien débriefer tout ça, on va bien parler et surtout, on pourra lire vos avis et partager ça ensemble. Voilà, c'est ça le but de cette chaîne YouTube et surtout de l'idéologie, voilà, de la communauté. Il faut qu'on partage un maximum ce que vous avez pensé, tout ça. Donc, les messages de routine sont passés. Maintenant, on peut attaquer tout de suite un peu cet épisode 12 qui s'appelait Rix Road. Donc du coup, c'est la rue principale sur Ferrix, dans la ville où a grandi Cassian. Voilà. Du coup, qu'est-ce que nous raconte cet épisode? Excusez-moi, je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumé. Je vais essayer de faire un effort. Alors, cet épisode, il raconte quoi? Il raconte les funérailles de Marva, la mère adoptive de Cassian. Elle est morte et comme on nous a dit dans l'épisode précédent, les Ferrixiens veulent une cérémonie funéraire d'ampleur car elle est un des piliers de la communauté de Ferrix. Elle appartient à cette organisation qui s'appelle les enfants des colons ou les filles de colons, un truc comme ça. Donc c'est vraiment une Ferrixoise actrice de sa communauté, tout ça, donc c'est très intéressant. L'Empire, pour eux, qu'est-ce que représentent ces funérailles? Et bien en fait, c'est l'occasion d'attraper Andor, car tout le monde sait que Andor va venir pour dire adieu à sa mère, et du coup, c'est l'occasion de lui mettre dessus. On a Dedra Meero, qui est donc l'officier responsable de toute l'enquête sur les vols de pièces dans les différentes planètes là qu'on nous raconte, mais qu'on n'a pas vu. Également, l'incident d'Aldani, tout ça, en fait, c'est la meuf la plus vive. Elle a tout remonté et tu vois qu'elle est très vive. Et elle sait qu'au-dessus de Cassian, il y a un deuxième protagoniste qui se fait appeler Lax. Et elle dit qu'il sera probablement là aussi. Et comme j'avais dit dans ma review précédente, pour nous spectateurs, cet épisode, c'était l'opportunité de réunir tous les personnages de la série à un seul endroit. Et c'est ce qui va se passer. On va avoir des funérailles très solennelles, rempli d'émotions, ce moment où il y a cette fanfare, tout ça, avec les tapements de cloche, le moment où il y aura comment ça s'appelle, l'hologramme de Marva qui va s'exprimer et qui va enflammer la foule pour se rebeller contre l'Empire, car l'Empire, il est en mode SWAT. L'Empire, il est vraiment en mode des snipers, des brigades anti-émeutes, des stormtroopers. Donc déjà pour la série, nous spectateurs, qu'est-ce qu'on a eu avec tout ça? Déjà on a eu de 1, je pense l'affrontement le plus intéressant de la série Andor, meilleur qu'Aldani, alors qu'il fut déjà très bien, meilleur que la prison, alors qu'il fut déjà très bien, et peut-être même, hormis combat au sabre laser dans Kenobi, peut-être le meilleur affrontement homme-homme. Parce que franchement, il faudrait que je le regarde à nouveau, mais le final de Boba Fett, alors il était bien, mais un peu kitsch, avec trop de facilité, avec des trucs un peu bateau, tout ça. Alors que là, on a vraiment un combat armé dans des ruelles, tout ça, avec des moyens relativement cohérents, tu vois. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus réaliste et ça apportait. Et d'ailleurs, c'est la force de cette série. J'ai toujours dit que avec Boba Fett et Mandalorian, on avait la voix vraiment fan service avec ce qu'on connaît de l'univers édulcoré de Star Wars. Et avec Andor, l'héritier de Rogue One, on a toute une nouvelle branche qui se veut plus réaliste, plus terre à terre. Tu vois, comme dans le MCU, on a le cosmique et le terre-à-terre avec des problématiques d'espionnage, tout ça. Là, sur Ferrix, quand tu regardes, il n'y a pas d'aliens, il n'y a qu'une population précaire et oppressée qui se rebelle contre des stormtroopers. Les armes sont
relativement, comment dire, enfin voilà, les Férixiens, ils ont presque pas d'armes, tu vois. Alors que les Storm, ils ont les Stormtroopers, ils ont leur équipement traditionnel. Véhicules blindés, fusils mitrailleurs, blasters de base. Ils ont leur arsenal traditionnel. Et bien c'est ça, Andorre. C'est la réalité, la simplicité d'une histoire, voilà, qu'on nous montre dans toutes ses facettes en soulignant certains aspects sociologiques. Mais bref, je suis déjà parti sur un peu ma vision de cette série. En tout cas, on continue sur la review. Voilà, on a du coup donc cette cérémonie qui déborde tout ça avec, donc, comme j'ai dit, tous nos protagonistes sur place. Également, Luten qui est arrivé. Donc, Luten, qu'est-ce qu'on peut en dire? Luten et Veil et Cinta avaient chacun des petites missions. Veil devait tuer Cassian. Cinta, on a découvert qu'elle devait buter Loni. Je pense que Luten ne lui faisait plus confiance. Loni, donc, l'infiltré impérial placé par Luten apparemment il y a 5-6 ans, le gars quand même qui venait d'avoir sa fille et qui a demandé à Luten de sortir du game, bah, tu vois que Luten il lui faisait pas confiance, il s'est dit que ça allait devenir un élément problématique et le but c'était d'effacer toutes les traces de l'Axe, d'où également la suppression, le fait de supprimer Andorre de l'équation. Il fallait supprimer Andorre, car Andorre, bah, il aurait pu parler s'il se faisait attraper. Luten, il était vraiment déter à garder toute la branche, toute cette cellule rebelle terroriste discrète. Et du coup, en ayant recruté Cassian comme ça, tout ça, il avait peur. Jusqu'au final où Luten et Cassian vont avoir un face-à-face. Donc, on déconstruit un peu toute cette analyse, mais en réalité, il n'y a même pas besoin d'être dans un fil chronologique de l'épisode. Parce qu'au final, il y a très peu de choses à déterminer. Je ne vais pas vous narrer 40 minutes d'action, parce que franchement, il y a beaucoup d'action dans cet épisode. Grosso modo, ouais, Cassian, à la fin, va trouver Luten et lui dire « Tu voulais me buter, c'est pour ça que tu es là. Écoute, tu peux soit me buter, soit je viens avec toi et je deviens, ça y est, un rebelle. Genre, j'ai la flamme intérieure. » Donc, très intéressant. Avant ça, Cassian a retrouvé Bix. Il a retrouvé Brasso, je ne sais plus comment il s'appelle. Il prend tous ses potes, il les met dans un vaisseau, tout ça. Il leur permet de quitter Ferrix, car Ferrix, c'est bon. Ferrix, ça va être dans une moindre mesure, ça va être la deuxième Mandalorian. Ils vont détruire la planète, tu vois. À base de 3-4 destroyers stellaires, ils vont ravager la planète. Il y a révolte, il y a émeute. Tout le peuple s'est soulevé. Donc ça, pour l'avenir de la série, ça peut apporter deux choses. Soit Ferrix, c'est terminé et on va juste oublier ça. Soit ça peut être une forme de, voilà, l'étincelle qui débute l'incendie de la révolte des différentes planètes. Et on peut même imaginer que, voilà, après ça va s'entendre sur Lothal, sur je ne sais quoi, sur telle planète. Et du coup, la rébellion, l'alliance rebelle telle qu'on la connaît va prendre forme. Genre l'étincelle, c'est Ferrix. Bon, on n'en est pas là. Il faudra attendre l'épisode 1 de la saison 2 pour vraiment voir est-ce que les incidents de Ferrix ont une répercussion galactique ou non. Mais voilà. Du coup, sur cette planète, toujours de façon déconstruite, désolé les amis si c'est pas très clair, mais normalement si tu as vu l'épisode, tu vois à peu près où j'en viens. On a Dedra Meero, donc, qui était là pour chapeauter l'arrestation de l'Axe et de Cassian. Elle avait elle-même ordonné qu'on autorise les funérailles, qu'on leur donne ceci, cela, grosso modo qu'on leur tende un piège. Et en fait, ce piège, voilà, il sert vraiment à pâter tout ça. Le problème, c'est que Cassian et Luten sont trop intelligents. Par contre, Dedra va se retrouver dans les manifestations, les émeutes, les débordements, les violences, tout ça. Et du coup, elle va être en danger. Qui va la sauver? Cyril. Ils vont finir par se réfugier tous les deux dans une bâtisse. Et ils vont avoir un échange en mode « je dois vous remercier, merci, nanana ». Voilà un des premiers aspects qui m'a dérangé. J'aurais préféré que Dedra Meero soit un combattant d'élite plutôt qu'être une meuf dépassée par 5-6 lanceurs de cailloux. Peut-être pas non plus une inquisitrice, mais on sait très bien qu'il y a des... Enfin, quand tu regardes Star Wars Rebels, avec par exemple l'agent Caius, c'est ça? Ouais, c'est l'agent Caius. Le gars du BSI qui a son casque un peu médiéval qu'on suit depuis le début et qui utilise la même arme que Z. Et bah tu vois, par exemple, c'est un agent d'élite. Lui, il aurait été dans cette situation, il aurait flingué tous les Ferrixiens, tu vois. Du coup, ils sont ensemble là et tu vois qu'il y a un début
de romance. Bon, ça me donne pas trop envie pour l'avenir, c'est pas quelque chose qui me hype. Cyril, il n'a pas trop répondu à mes attentes dans cette saison 1. Il a été très stylé dans les 3 premiers épisodes et ensuite, il était un peu mou, tu vois. Et Dedra, pareil. Dedra, elle a monté jusqu'à ce final et elle n'a pas totalement non plus répondu à mes attentes. Mais au moins, elle était là. D'ailleurs, dans mes précédentes reviews, je voulais des face-à-face. Je m'attendais à des Luten vs Dedra, Cassian vs Cyril. On n'aura rien de tout ça. Voilà encore une fois une de mes déceptions. Maintenant, ce n'est pas une déception de réalisation. C'est juste moi, j'avais des attentes. J'avais imaginé le scénario d'une certaine façon. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si ces choses ne sont pas arrivées. Donc, je n'ai pas le droit d'influencer la note finale de l'épisode parce qu'ils n'ont pas fait ce que moi je voulais, tu vois. Mais c'est vrai que petite déception, je voyais ça comme ça. Donc on a Bix, voilà, qui est toujours traumatisé avec des séquelles psychologiques, qui est exfiltré, Luten et tout ça dans son vaisseau, et on a également du coup Cinta, Veil qui vont s'enfuir de leur côté, et on va un peu laisser en fait les Phéryxiens à leur sort avec les impériaux. Dans les dernières minutes de ce conflit, de cette émeute, de cette révolte, tu as un peu la sensation que c'est Ferrix qui va prendre le dessus. Après, tu me diras, ils ont emmené, je sais pas, des troupes de façon à arrêter Luten et Cassian. Ils n'ont pas non plus emmené des troupes de façon à faire la guerre à une population. C'est pas une... Donc pour moi, ils peuvent être dépassés et vaincus. C'est pas incohérent, tu vois. Une foule énervée, ça peut nuire à une armée si elle n'est pas suffisamment nombreuse, si elle n'est pas suffisamment préparée et si elle est prise au dépourvu. Donc voilà, on a un bon 40 minutes d'affrontement, on a des conclusions de chapitres, pas d'arc. Voilà, je trouve que ça manque de conclusion réelle. Je trouve qu'on n'a pas le point final à tout ça. Et ce n'est pas non plus des cliffhangers. Ça peut être un point négatif supplémentaire. Voilà, le fait qu'au final, on nous laisse là-dessus. Ah bah le cliffhanger, c'est quoi? Ah bah Cassian va rejoindre l'Alliance Rebelle avec Luten. Ok, mais dans Rogue One, 5 ans après, on sait où il est. Ouais, bon, Dedra et Cyril, ouais, ils vont se rapprocher. Ouais, franchement, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu. Veil et Cinta s'enfuient. Ok, cool. En fait, au final, c'est très bien, mais peut-être qu'ils n'ont pas su jauger vraiment l'aspect cliffhanger de fin. Est-ce que ça n'avait pas été pensé pour être une seule saison avec un épisode final qui n'aurait pas été transposé en saison 2? Parce qu'on sait qu'il y a déjà des parties ou des épisodes qui ont déjà été écrits et je crois même certains tournés. Donc, ça, voilà, pour moi, je pense qu'on n'a pas eu la vraie fin, tu vois. La vraie fin sera en saison 2 de tout ça. Et on rebondira sur autre chose derrière. À côté de ça, on a eu quelques scènes qui ne se passaient pas sur Ferrix, car on a un 95% sur Ferrix et on a quelques scènes qui se passent sur Coruscant. La première scène, c'est le BSI. On découvre que le Renoir là, du BSI, lui, il enquête sur Mon Mothma via le chauffeur. Le chauffeur, on savait que c'était un espion, mais on ne savait pas vraiment pour qui il bosse. En l'occurrence, c'est pour le Renoir, tout ça. Et il est bien content de savoir que Mon Mothma a des problèmes familiaux. Sa fille, son mari, qui apparemment joue de l'argent. Alors là, j'ai de nouveau un point négatif à souligner. C'est pourquoi nous introduire les problématiques de jeu et d'addiction de son mari dans cet épisode 12. À quoi ça sert? Et bien là, tout de suite, je ne vois pas. À part à nous montrer que l'Empire a vu une faille chez Mon Mothma et qu'il compte s'en servir. Ok, ça peut être ça. Mais tu vois, souvent, c'est mal interprété les différentes scènes de Mon Mothma. Par exemple, avec Mon Mothma, on découvre aussi en fin d'épisode qu'il y a le banquier véreux, pas Tekolma, le gars encore plus riche que Tekolma, qui veut marier son fils à sa fille, et tu vois qu'ils sont en mode les deux parents, Leïda, et le daron et son fils. Du coup, on comprend qu'ils vont avoir lieu ces fiançailles. Moi, dans l'épisode dernier, lorsqu'on a vu la scène de la pseudo-participation au culte religieux de Chandrila,
Beaucoup de gens ont dit « Ah, on voit que Leïda se radicalise et tout. » Ouais, mais dans un épisode 11, il n'y avait pas de sens à apporter une intrigue comme ça de Leïda qui se radicalise. Moi, j'avais tout de suite dit « Non, les amis, à mon avis, c'est pour faciliter l'acceptation du mariage. » Car ça va être bâclé ou rushé, appelle ça comme tu veux. Mais en fait, il leur faut un prétexte pour dire « Ah bah regarde, Leïda, elle va accepter ce mariage, c'est trop facile. » Ouais, mais en fait, vu qu'elle est pieuse et qu'elle pratique la religion et les traditions ancestrales de Chandrila, quand sa mère et son père vont lui dire « Mère, père, vous m'avez choisi un mari », d'accord, je l'accepte. Car elle se soumet à leur mode de vie ancestral, tu vois. Pour moi, c'était ça, cette scène. La scène où elle pratique et tout ça, en citant les écritures de la religion de Chandrila, c'était pour nous montrer qu'elle n'aurait pas de mal à accepter les dogmes et les us et coutumes de leur tradition. Voilà, bon, c'était un peu répétitif toute cette partie-là, mais en tout cas, vous m'avez compris. Et du coup, là, avec ces histoires d'argent, ouais, ça m'a... Défaut également plus de la saison que de l'épisode, c'est Mon Mothma qui stagne un peu dans son avancée. Toutes les scènes sont toujours très très bien interprétées. L'actrice Geneviève O'Reilly, ou Guinevere O'Reilly en anglais, je kiffe, tu vois, mais faut dire la vérité, Mon Mothma, ça aurait pu être un peu plus expéditif, tu vois, avancer un peu plus vite. Et du coup, donc on a le BSI et tout ça, et on avait, bah voilà, Mon Mothma et le BSI. Voilà les deux scènes qui ne se passent pas sur Coruscant, sur Ferrix. Est-ce que c'était vraiment important de les avoir là? Oui, parce qu'au final, ça a permis de souffler dans toute l'action, mais on aurait pu nous les donner en épisode 11, par exemple. En tout cas, voilà, pour moi, il n'y a même pas de cliffhanger de fin dans ces arcs-là. Pour moi, Mon Mothma est en danger et sa fille va épouser le fils du banquier véreux. C'est évident. Donc, voilà, on va faire maintenant le bilan, car les points positifs et négatifs ont été dits. Voilà, encore une fois, les acteurs sont toujours bons. L'histoire nous a raconté quelque chose de solide. Il y a eu des épisodes un peu moins bons, mais des épisodes très bons, et celui-là en est un. Je veux dire, voilà, le discours de Marva, encore une fois, la fanfare avec les gens en deuil. Même à un moment, on entend le jeune de l'arc d'Aldani là, qui avait écrit son manifeste. Et son manifeste, tu vois que c'est genre le manifeste qui va vraiment mener les gens à réfléchir sur leurs conditions. Tu vois, comme quoi la liberté est un acte qui va de soi. Tu vois, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Donc, un bon épisode, voilà, avec des... Enfin, voilà, quand on avait vu le premier arc de Ferrix, on se disait, mais ils sont où les Stormtroopers? Ils sont où les impériaux en officiers, tout ça? Ils sont où les officiers impériaux? Ils sont où les destroyers, tout ça? Alors, ça manque encore de véhicules, pas beaucoup de chasseurs taille, pas beaucoup de bipodes, de quadripodes. Mais voilà, peut-être en saison 2, il faut laisser la série évoluer, grandir tranquillement. Et on aura tout ça à terme, j'en suis convaincu. En tout cas, c'était une série avec un gros potentiel dès les 3 premiers épisodes. C'est vrai que ça prenait le temps, mais c'était très stylé. Là, je pense qu'on a une grosse partie de la communauté Star Wars qui est convaincue de cette série. Et du coup, on attend, je pense, impatiemment la suite. Dites-moi, vous, du coup, si vous êtes séduit et si la saison 2, c'est quelque chose que vous attendez désormais. Mais les amis, on en parlera beaucoup plus en live avec encore une fois Stirka et Zino, sûrement. Car Zino doit rattraper son petit retard sur Andorre, il n'est qu'à la moitié de la série. Les amis, prenez soin de vous, on va s'arrêter là. Le mot de la fin, c'est aussi, j'ai kiffé l'iconographie nazie du début d'épisode quand on a Dedra Meero voilà, qui est dans les rues de Ferrix, tout ça, avec ses longs imperméables, ses chapeaux qui peuvent faire penser aux chapeaux qu'avait... Enfin, ça reste les coiffes impériales traditionnelles, mais je trouvais qu'il y avait, de toute façon, Star Wars l'a toujours fait, travailler l'iconographie nazie avec l'Empire. Et là, encore une fois, c'est fait, ça fait kiffer. Ça m'a tout de suite fait penser à l'épisode 5 et 6. C'était vraiment très stylé. Les gars, à bientôt, prenez soin de vous. C'était Isma. Ciao.